c'est vrai que la question peut se poser de savoir si la succession de Khamenei va entraîner un changement, qui serait un changement cosmétique, qui pourrait apaiser un peu les revendications de la société, avec une prise de pouvoir directe par les gardiens de la Révolution. Nous avons le plaisir de retrouver Michel Taubman en direct de Paris. Michel, bonjour, Boker Tov. Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin au téléphone. Alors, on a bien besoin de votre éclairage pour comprendre ce qui est en train de se passer en Iran. Je rappelle à nos auditeurs que vous êtes journaliste, écrivain, spécialiste du dossier iranien. On a l'habitude de vous interroger sur le dossier du nucléaire iranien, mais cette fois, nous voudrions parler avec vous d'abord de cette protestation des femmes. Je voudrais d'abord une question directe. En quoi cette protestation, ce mouvement est différent des autres, à votre avis ? Alors écoutez, l'Iran est un pays qui est agité de soubresauts, de convulsions, de plus en plus rapprochées, de plus en plus dures, de plus en plus rapides, de plus en plus profondes. Si on met en perspective ce qui s'est passé ces dernières années, on a quasiment chaque année un mouvement de contestation qui se termine dans un bain de sang. Je rappelle qu'en 2019, les manifestations et les grèves contre la vie chère, contre l'augmentation du prix de l'essence, avaient causé, d'après les organisations des droits de l'homme, 1500 morts. Donc ce mouvement n'est pas le premier, mais il est un mouvement de femmes, et un mouvement qui va directement à la contestation du régime. C'est pas un mouvement pour réformer le régime, c'est pas un mouvement qui part de revendications économiques, c'est pas un mouvement pour réformer le régime comme la révolution verte de 2009, qui était, on s'en souvient, un mouvement de contestation des élections, le résultat des élections qui avait été en réalité favorable à un réformateur, Moussavi, avait été truqué pour permettre le maintien en place d'Ahmadinejad. À l'époque, les Iraniens manifestaient pour demander le respect du vote à l'intérieur du cadre des institutions de la République islamique. Aujourd'hui, les femmes qui manifestent, et c'est pas seulement les femmes, mais une grande partie de la jeunesse, alors il y a ceux qui sont dans la rue et il y a ceux qui les soutiennent. Vous savez, quand quelques milliers de gens sont dans la rue dans un régime totalitaire, ça veut dire que des centaines de milliers, voire des millions les soutiennent. Aujourd'hui, on crie mort au dictateur, on crie à bas la République islamique, on crie à bas le voile. Donc on est là, on s'attaque aux fondamentaux directement du régime islamique. Donc cette mise en cause du pouvoir n'est pas la conséquence d'un long mouvement, mais c'est dès le début de ce mouvement, dès la mort de cette jeune femme dans un commissariat il y a 2 semaines. Et l'autre fait marquant, c'est la violence. C'est-à-dire que les manifestants qui sont désarmés, qui n'ont pas les moyens militaires que leur oppose la milice du régime, les Bassidjis, qui sont une police, la police des gardiens de la Révolution, les manifestants n'hésitent pas à affronter la mort, et on voit des images. On a encore très peu d'informations. On sait qu'il y a probablement plus de 70 morts, et peut-être on en découvrira beaucoup plus, oui. Mais on voit ces jeunes filles et ces jeunes gens qui font face à des soldats, à des militaires, à des policiers, et qui se font tuer pour la liberté. C'est un combat pour la liberté. Alors, je voudrais, vous parliez tout à l'heure de la révolte de 2009, et on se souvient que cette révolte, elle n'avait pas été encouragée, c'est le moins qu'on puisse dire, par l'administration Obama à l'époque. Est-ce que cette fois-ci, vous avez le sentiment que l'administration Biden, toujours une administration démocrate, est plus favorable, elle soutient de manière plus massive? Est-ce qu'elle a la possibilité, en tout cas, de soutenir ce mouvement, de le faire se développer? Alors écoutez, on n'est plus du tout dans le même contexte. Malheureusement, vous avez raison, Obama, mais aussi Sarkozy, mais aussi les pays démocratiques à l'époque, aucun pays démocratique n'a véritablement soutenu cette révolution verte, qui était une révolution à l'intérieur du régime, qui était une volonté de réformer le régime. Et à l'époque, la réelle politique l'a emporté, et surtout, Obama voulait absolument prendre le contre-pied de son prédécesseur George Bush, et il était totalement contre toute intervention pour changer, contre les ce qu'on avait appelé les néoconservateurs, contre toute intervention pour changer un régime hostile ou un régime non démocratique. Là, on est dans une situation, je dirais, différente. Il y a évidemment, dans le cadre d'une tension beaucoup plus forte entre
l'Iran et pas seulement Israël, mais aussi l'Europe, mais aussi les États-Unis. Il n'y a plus cette volonté de trouver un accord. Cet accord est tombé, et tout simplement il est tombé parce qu'il y a la guerre en Ukraine et que les Américains aujourd'hui sont de retour. Les Américains ont cédé beaucoup de terrain. Le symbole, ça a été ce départ précipité de cette fuite d'Afghanistan. Et les Américains aujourd'hui, sous la direction de Biden, ne reculeront pas, d'autant plus que le régime iranien est aujourd'hui beaucoup plus est pris dans cet étau avec la Russie. Les Iraniens envoient des drones en Ukraine. Les Iraniens sont partie prenante du combat des Russes contre l'Ukraine, et les Américains aujourd'hui et les Européens sont partie prenante du combat des Ukrainiens contre les Russes. Donc je dirais qu'on est dans un cadre de tension beaucoup plus forte, et en même temps on a beaucoup moins de moyens d'intervention car maintenant le régime est dans un combat pour sa survie. Et il n'y a pas d'interlocuteur. Ce que je veux dire, c'est qu'en 2009, il y avait des interlocuteurs. Il y avait un homme qui pouvait avoir une légitimité au sein du régime, qui était Moussavi, qui avait recueilli plus de voix. Là, c'est un mouvement qui est un mouvement de la société civile, qui est disséminé. Et surtout, on est face à un régime qui s'est durci et qui est dos au mur aujourd'hui. Alors justement, vous l'avez évoqué dans votre réponse, mais je voudrais être un peu plus détaillé sur ce point-là. Est-ce que cette protestation des femmes risque d'avoir un impact sur une éventuelle signature d'un accord sur le nucléaire entre les puissances et l'Iran ? Écoutez, je crois qu'on est aujourd'hui, dans une fuite en avant, pas seulement du côté des Iraniens, mais du côté de la Russie aussi. On est dans une phase d'affrontement. Je dirais d'une certaine manière que la clé de la situation iranienne se trouve peut-être à Moscou. C'est-à-dire que si la guerre en Ukraine s'arrête, s'il y a un compromis ou s'il y a un départ de Poutine, si les choses s'apaisent un peu, peut-être que l'Iran sera peut-être moins dur. Mais si on continue aujourd'hui dans cette logique d'affrontement entre l'Est et l'Ouest, les Iraniens, le régime iranien n'a pas d'autre solution et n'a pas d'autre souhait que de coller totalement aux Russes, et dans cet affrontement qui est aujourd'hui un affrontement Est-Ouest. Donc la question d'un renversement du régime, un renversement du régime, c'est ce que nous souhaitons tous, parce que ça assainirait la situation non seulement au Moyen-Orient, mais dans le monde. En même temps, on n'est plus en 1979, c'est-à-dire qu'en 1979, les Américains avaient prise sur le régime du Shah, et ce sont les Américains qui étaient les tuteurs de ce régime et qui l'ont abandonné en laissant l'armée rallier Khomeini en février 1979. Aujourd'hui, les Occidentaux n'ont pas beaucoup de moyens n'ont aucune prise sur les gardiens de la Révolution. Et ce sont les Russes, d'une certaine manière, ou les Chinois qui pourront intervenir. Donc, dans un contexte s'il y avait une détente entre l'Occident et l'axe russo-chinois, au moins avec les Russes, peut-être les parrains du régime iranien pourraient les inciter à la prudence ou peut-être à faire preuve de plus de modération. Mais là, on n'est pas du tout dans ce contexte-là, puisque la grande puissance russe qui devrait modérer, qui est membre permanent du Conseil de sécurité, qui devrait modérer l'extrémisme iranien, est aujourd'hui elle-même devenue une sorte d'État voyou. Donc on est dans une situation de crise qui est très grave. Le régime islamique iranien est proche de l'arme atomique. Et en tout cas, ils sont dos au mur. Alors, il peut y avoir un changement à l'intérieur du régime. Peut-être l'abandon des oripeaux, des vieux oripeaux du régime islamique qui sont rejetés par la population, y compris, on a vu l'ancien président Khatami qui a demandé qu'on abandonne le port du voile obligatoire. Mais est-ce qu'un changement politique serait favorable à la démocratie? Pas forcément, car on peut avoir une prise en main directe du régime par les gardiens de la Révolution. C'est-à-dire une dictature militaire qui remplacerait une dictature religieuse. Alors, je voudrais, dans la presse israélienne de ce matin, on parle de l'état de santé aussi de Khamenei. On affirme qu'il est dans un état de santé extrêmement préoccupant. Et alors, on parle de son successeur, de ses successeurs potentiels. On parle de Raïssi comme qui pourrait passer du rang de président au rang de leader suprême spirituel. Et on parle du fils de Khamenei. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un homme qui est capable justement de prendre la succession de Khamenei? Alors, de toute façon, aujourd'hui, derrière Khamenei, il y a deux clans qui s'opposent. Il y a le clan du clergé, qui est lui-même divisé, et il y a le clan des militaires, des gardiens de la Révolution. Ceux qui tiennent le manche aujourd'hui, c'est ceux qui ont le pouvoir de tirer, c'est ceux qui détiennent aussi le pouvoir sur le nucléaire.
Donc c'est plutôt les gardiens de la révolution. Et donc c'est vrai que la question peut se poser de savoir si la succession de Khamenei va entraîner un changement qui serait un changement cosmétique qui pourrait apaiser un peu les revendications de la société avec une prise de pouvoir directe par les gardiens de la révolution. Mais la possibilité que la fin de Khamenei ou la succession de Khamenei débouche et le mouvement social actuel débouche sur un changement démocratique, malheureusement, elle est très faible. Mais on peut aussi avoir le chaos. Le chaos qui, vous avez vu que les Iraniens ont quand même mené des raids au Kurdistan irakien avec des bombardements, avec des missiles en territoire irakien. Donc ça, c'est un acte qui est très grave de violation du territoire irakien pour lutter contre les Kurdes iraniens qui sont réfugiés en Irak. Donc on est plutôt aujourd'hui dans une logique de fuite en avant, de guerre interne contre le peuple, de guerre interne contre les représentants de ces Kurdes d'Iran et donc des opposants, puisque l'Iran est une mosaïque. Il y a des Kurdes, il y a des Arabes, il y a des minorités nationales, et on peut aussi assister à une explosion du pays. Et vous savez, moi je vais vous terminer par une anecdote. Il y a 10 ans, je participais à un colloque à Paris sur la révolution arabe et sur les printemps arabes et sur ce qui se passait en Syrie, où la Syrie était en proie à des manifestations en 2011, comme l'avait été la Tunisie et comme l'avait été l'Égypte. Et la plupart des participants prédisaient la fin de Bachar al-Assad. Et l'un des participants a dit non, Bachar al-Assad sera encore au pouvoir dans 10 ans, parce qu'il détruira son peuple. Et les dirigeants islamistes iraniens ne sont pas du même bois que Moubarak ou que Ben Ali. C'est pas des gens qui s'enfuient dans un avion pour aller dans un exil doré. C'est des gens qui sont prêts à détruire leur peuple, à détruire leur pays, à en faire un champ de ruines. C'est ça qu'il faut voir aujourd'hui. Et c'est pas le Shah d'Iran, qui lui avait refusé le bain de sang et était parti se réfugier aux États-Unis. Donc la situation est très grave et il faut évidemment soutenir aujourd'hui ce pauvre peuple iranien qui aspire à la liberté et qui est pacifique et qui veut surtout la réconciliation avec l'Occident et avec Israël. Eh bien, Michel, merci beaucoup pour cet éclairage extrêmement pertinent sur les derniers développements autour de cette protestation des femmes et de son implication, on va dire, même régionale et même internationale. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Bonne journée, à bientôt.